Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. On va commencer par l'actualité. Rambouillet, une policière tuée par un migrant ou un demandeur d'asile tunisien. Selon certains médias, il aurait crié « Allahu Akbar ». Encore une fois de plus, nous avons un défilé sur les réseaux sociaux, comme à la télévision, de responsables politiques, d'opposants politiques, où tout le monde en est de ces arguments qu'on a déjà entendus des milliers de fois, voire même Castex qui nous fait son petit discours allégorique, voire même Darmanin qui va nous tweeter un copier-coller de ce qu'il a déjà tweeté lors de différents drames qui ont été dans des circonstances mêlant, impliquant évidemment des individus issus d'une communauté dont, si ça continue, bientôt on va même réussir à interdire de dire le nom, de dire le mot. Force est de constater que, de toute façon, on le voit bien sur les réseaux sociaux actuellement, au niveau des réactions, c'est très partagé, c'est-à-dire que d'un côté, on a évidemment des gens qui commencent à en avoir un petit peu gros sur la patate, que ce genre d'événement implique toujours le même genre d'individu, même si encore une fois de plus, on évitera de faire des amalgames, on évitera de faire des généralités, et je pense que la grande majorité des Français savent faire la différence entre un musulman, étranger ou français, qui n'a rien à se reprocher, et des fanatiques, ou des, je dirais ce que j'appellerais des bas de plafond, voire des fragiles du haut, qui malheureusement... Force est de reconnaître que malheureusement en France, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens d'identifier ce genre d'individus pour soit les accepter légalement en France, ou soit les ramener chez eux, parce que très franchement, ont des profils qui vont poser des problèmes. Sauf qu'évidemment, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, et vous savez aussi bien que moi, et je pense que vous aussi, vous y avez été confrontés, c'est qu'on fait complètement abstraction du cas particulier. C'est-à-dire qu'on ne fait plus dans la demi-mesure, on ne fait plus dans la spécificité, on ne fait plus le cas par cas, on adopte des politiques globales, des politiques généralisées. Et évidemment, après, il faut assumer le fait que dans ces politiques généralisées, si elles conviennent à une majorité d'individus, on sera toujours confronté à des individus qui vont réussir à passer à travers les filets et être des problèmes pour la société d'une manière générale. Et là, force est de constater que, évidemment, on va entendre encore les mêmes choses qu'on a déjà entendues avec Samuel Paty, les mêmes choses qu'on avait déjà entendues avec l'officier, le lieutenant Beltrame, je crois, ce gendarme, je crois qu'il était gendarme qui a essayé enfin qui a sauvé plus ou moins des vies dans ce supermarché Leclerc, il y a maintenant quelques années. Donc voilà, les scénarios se répètent constamment, immanquablement. J'ai envie de dire, vu l'inertie, vu l'émasculation aujourd'hui de l'autorité, entre autres, de jongler avec un certain aspect médiatique, à essayer de faire passer les flics pour des salauds, pour des racistes, etc., parce que ça fait partie du plan, hein, qu'on soit bien clair. La destruction de l'État-nation passe par la destruction des services publics, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, fatalement, on est en face de quelque chose... où là, tout d'un coup, cette autorité, ce gouvernement, et je dirais même plus largement les institutions françaises, se trouvent confrontées à cette jonglerie qui consiste d'un côté à satisfaire les envies, les besoins de globalistes, de mondialistes, de l'Union européenne, à casser la société française et à casser son modèle institutionnel comme aussi son système public, et derrière... peut-être essayer de trouver le juste équilibre pour éviter que justement cette stratégie ne vienne à engendrer ou motiver ou alimenter des colères qui risqueraient à un moment donné de ne plus être contrôlables. Et immanquablement peut-être pousser des gens à voter Front National, enfin Rassemblement National. Quoique, je vous ai déjà expliqué mon opinion sur la question. Mais d'un autre côté, ça risque aussi de pousser des gens à se rendre compte que finalement, le système ne fonctionne plus. Et que si on vous
promet, si on vous fait des beaux discours, même Macron, hein, qui nous a interpellés sur le fait qu'il fallait remettre plus de sécurité, etc. Le problème, c'est que les lois qui pondent, quand on les regarde un petit peu plus près, on se rend compte qu'elles ne sont pas spécifiques, qu'elles ne concernent pas le problème ou les problèmes en question, mais mettent en fait une sorte de socle à ce qui, à l'avenir, va pouvoir être étendu à d'autres. C'est-à-dire que cette fameuse loi de sécurité globale, par exemple, n'attaque pas spécifiquement la communauté musulmane de par le fait qu'elle possède en son sein des gens qui détestent la République, qui mettent le Coran, qui mettent l'islam au-dessus des lois de la République et font en sorte de faire de la propagande, de l'idéologie, de la politique contre les lois de la République, contre la France. Donc voilà, c'est pas ciblé ces gens-là. La loi, elle est très 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 vague. Elle laisse une opportunité de ne pas seulement s'attaquer au radicalisme religieux, d'une façon globale, pas spécifiquement islamique, mais aux dissidences, aux résistances, aux contestations dures. On le voit bien aujourd'hui, un certain nombre de gens aujourd'hui passent devant les tribunaux pour des propos et prennent parfois des plaintes en pleine tronche et sont condamnés parfois bien plus sévèrement qu'une racaille. Une racaille qui a agressé une petite vieille, ou qui a agressé un couple, ou qui a quasiment battu à mort un individu qui va rester toute sa vie avec des séquelles. Enfin, l'injustice, le principe même d'injustice, fait partie du package de destruction de l'État-nation. Donc encore une fois, pendant quelques jours, on va encore lire et entendre plein de choses. On va voir des médias, des supports, des soutenants du multiculturalisme, etc., défendre l'idée, alors surtout pas d'amalgame, etc., et même voir planquer le fait que c'est un Tunisien, encore une fois de plus, alors je crois que c'est un demandeur d'asile ou un migrant. Donc évidemment, ça rajoute encore plus de l'argumentaire sur le problème de l'immigration, comment gérer l'immigration, comment accepter les personnes avec lesquelles on n'aura certainement aucun problème, que d'accepter des gens qui sont là juste pour rien foutre et même foutre le bordel. Et je dirais même, intégrer des gens qui veulent ou qui considèrent la France, voire même l'Europe de façon globale, comme un Eldorado, parce que c'est toujours mieux d'être en Europe que d'être dans son pays où on est moins que rien, on n'a pas de qualification, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent, etc. Sauf qu'il y en a certains aussi qui sont des faibles d'esprit, et du fait d'être des faibles d'esprit, de vivre dans des sociétés qui, rappelons-le quand même, sont des sociétés qui sont quand même relativement influencées par des politiques libérales, eh bien ils sont complètement déracinés. Et du fait d'un déracinement, psychologiquement, il y en a qui finissent par péter les plombs, qui pensent que nous sommes tous des racistes, qu'on est tous contre eux, et que fatalement, au bout d'un moment, le moindre regard, le moindre mot, le moindre geste devient une provocation pour eux, et ils finissent par péter les plombs. Bon, sauf que ça, il faut le traiter. Il faut le traiter, il faut l'analyser, il faut apporter des solutions. Or, on a l'impression qu'on est en face d'un gouvernement qui est complètement émasculé par son intérêt idéologique et politique et clientéliste envers la communauté musulmane, qu'elle soit étrangère comme française, et de l'autre, les problèmes d'insécurité qui, excusez du peu, mais les chiffres sont là, les témoignages sont là, concernent quand même 2/3 d'individus qui sont soit d'origine étrangère, ou soit à l'issue d'origine de l'immigration. Donc, à partir de là, les faits sont établis, mais évidemment, il y a toujours des gens qui vont jongler sur le fait que, oui, statistiquement, on ne peut pas le prouver. Pourquoi ? Parce qu'en France, la statistique ethnique est interdite. Même si, encore une fois, on a d'autres procédés qui permettraient de voir et de jauger un petit peu la situation et de faire un profil, on va dire, plutôt défini, un profil bien établi sur le type d'individu auquel nous avons affaire en ce qui concerne le problème des crimes et délits. Mais voilà, comme je vous dis, il y a ces 40 ans, 50 ans des SOS Racisme qui ont fait leurs ouvrages, il y a aujourd'hui même encore ces idéologies antiracistes, islamophobie, etc., qui ne veulent strictement rien dire, mais sur lesquelles on a appliqué évidemment des définitions très simplistes et qu'on a imposées dans la société
comme étant foi de vérité et vérité absolue, alors que les problèmes sont beaucoup plus complexes que ça, et malheureusement, on met des gens dans des cases, hein, malheureusement, et ça va revenir à quelque chose dont je vais vous parler tout de suite après en deuxième thématique, sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en opposition finalement les gens, c'est-à-dire qu'on perturbe complètement, on détruit complètement la capacité d'analyse, la capacité de bon sens, de raison, de libre arbitre des individus pour les amener à s'affronter les uns les autres sur des sujets qui pourtant sont basés sur du fait, sur du factuel, sur de l'évidence, sur du bon sens, mais comme on est dans de l'idéologie et qu'il faut défendre rubis sur l'ongle, l'idéologie presque limite devenue religion, eh bien malheureusement aujourd'hui on va droit dans le mur, on va droit au clash. Ça rejoint un petit peu ce problème qu'ont aujourd'hui un certain nombre de gens parisiens, intello, gauche, qui se croient les moralistes de la bonne pensée et qui s'attaquent aujourd'hui à des gens comme moi qui vous disent des choses qu'ils ne veulent pas que justement on vous dise, et eh bien ces gens-là, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns, hein, c'est pas des gens connus, mais c'est des gens qui font partie de ces milieux-là, je leur dis, mais est-ce que vous êtes conscient que vous vous mettez au-dessus du peuple? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes donné un statut de supériorité intellectuelle, de supériorité culturelle, pour vous permettre de juger les autres parce qu'ils ne pensent pas comme vous? Et bien là, tout d'un coup, dans 90% des cas, ils en viennent à de l'insulte. Ils en viennent à de l'insulte, à de l'a priori, à vous cataloguer évidemment des images récurrentes hein, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple de ce fanatisme, ou parfois de cette inconscience, ou même de ces hyper-convictions, mais qui reposent sur rien finalement, avec le deuxième sujet qui est tout aussi croustillant. Alors deuxième information, c'est pas tellement une information, c'est plutôt un rebondissement sur ce dont j'avais déjà fait référence dans une vidéo sur ces gens qui ont une fâcheuse tendance sur les réseaux sociaux à vouloir vous clouer le bec ou essayer de vous jouer les contradicteurs, mais qui n'ont absolument pas les arguments ou qui ne comprennent pas des fois ce que vous leur expliquez et qui sont vraiment très obtus sur leur positionnement. Alors là, je vais vous en donner un exemple très flagrant sur Twitter. J'ai commenté un tweet de l'agence France Presse qui disait « La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a accusé aujourd'hui les dirigeants mondiaux d'ignorer le changement climatique, les prévenant que les prochaines générations les jugeraient. » On remarquera qu'elle ne varie pas énormément dans ses discours d'ailleurs qu'on a fait un petit peu la polémique parce qu'elle aurait publié des documents qui en réalité sont en fait des documents qui lui servaient de support pour faire ses interventions, etc. Donc en fait on lui écrivait en fait du texte à énoncer. Et donc moi j'avais répondu, enfin j'ai laissé un commentaire, hein, comme on peut en laisser énormément sur Twitter, sur ce genre de tweet, pardon. Et j'avais répondu « Combien de temps encore va-t-on nous vendre une gamine qui a quitté l'école pour nous réciter ce qu'on lui a appris en coulisses, telle une bonne tête qui passe bien pour jongler avec l'émotionnel des gens et accentuer la culpabilisation collective vis-à-vis du climat ?» Et là-dessus, il y a un certain Marino Benoît qui m'a répondu « Tenter de décrédibiliser la personne, quelle que soit la motivation, n'enlève rien à la vérité de ce qu'elle dénonce, à savoir le réchauffement climatique et l'inertie généralisée, notamment des chefs d'État. » Et là-dessus, j'essaie de lui remettre un petit peu de contexte. Et donc je lui réponds. La vérité est que le climat n'a pas attendu l'humanité pour suivre ses cycles. Je suis bien précis, je dis bien la vérité est que le climat n'a pas attendu l'humanité pour suivre ses cycles. C'est-à-dire que le climat, il a toujours existé avant même que l'homme devienne homme, avant même qu'on fasse civilisation, qu'on fasse commerce, etc. Donc là, on est sur des dizaines de milliers d'années, d'accord? Voire même des centaines de milliers d'années. Il n'en n'est rien à faire des intérêts de l'homme à préserver ses modèles sociétaux et économiques. Et en effet, le climat, il est ce qu'il est. Il a ses cycles, il évolue, etc. J'ai déjà expliqué dans une vidéo qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais en relayant évidemment
du factuel, j'ai envie de dire, je remets en fait bien les choses, que Greta a un rôle défini, faire culpabiliser la majorité pour occulter les marchés et business des autres. C'est-à-dire que Greta Thunberg est en fait un élément qui va aller chercher à la fois la sensibilisation, l'émotionnel des gens, et voire même les faire culpabiliser dans leur mode de consommation, etc. Mais derrière, vous avez en coulisses des acteurs économiques qui, eux, se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir, grâce à cette politique, on va dire, de lutte contre le réchauffement climatique, déjà rien que le terme lutte contre le réchauffement climatique, ça me fait siffler les oreilles, ils sont retranchés pour créer des nouveaux marchés derrière. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, qu'on soit bien clair, je ne remets pas du tout en question le fait des conséquences environnementales de l'activité humaine. Je veux dire, les conséquences, elles sont réelles, elles sont factuelles. Mais de là à se servir de ça pour expliquer le réchauffement climatique, je dirais que, en partie, le réchauffement climatique peut en effet avoir une part d'accentuation de son phénomène à cause de l'activité humaine. Ça, là-dessus, je ne renie pas du tout le fait. Là où, par contre, je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on se sert du réchauffement climatique pour nous vendre une responsabilité, pour nous vendre une culpabilisation globale. Et faire accepter derrière, parce que c'est de l'idéologie, c'est faire accepter derrière de la taxe. De la taxe, de la taxe, de la taxe. C'est-à-dire que vous allez payer le fait de polluer, alors que ceux qui polluent réellement, ceux qui sont des nocifs à l'environnement, eux, on ne s'en occupe pas. Et Greta Thunberg, elle attaque les chefs d'État, mais les chefs d'État, eux, ils sont pieds et poings liés par les activités économiques, par les modèles économiques dans lesquels leur pays, leur nation fonctionne. On ne va pas demander à certains chefs d'État de se tirer une balle dans le pied. Vous voyez, c'est un peu ça devient une religion, finalement. Et face à cette réponse que je lui donne, il me répond ceci. Observez tous les indicateurs depuis 150 ans, vous n'aurez plus aucun doute sur l'urgence climatique. Alors déjà, le mec, voilà, il n'a pas compris que moi je lui parlais sur une échelle beaucoup plus grande, bien au-delà même de l'existence de l'humanité, pour lui faire comprendre que le climat, il est dépendant d'un certain nombre de facteurs géologiques, météorologiques, physiques, et même, je dirais, spatial, puisque l'oscillation de la Terre, son axe qui n'est pas fixe, etc., la distance avec le Soleil, les rayonnements solaires, les éruptions solaires, etc., ont des impacts sur le climat. Mais apparemment, il n'a pas perçu la chose. On est sorti des cycles. Là encore, il n'a pas compris que notre planète, elle n'a pas attendu l'activité humaine pour avoir des cycles. Mais là, lui, il n'a pas compris du tout. Et l'impact touche déjà largement l'humanité avec 6 millions de réfugiés climatiques obligés de migrer tous les ans. L'heure n'est plus au scepticisme. Ben, j'ai envie de dire à ce monsieur, je dis, mais sortez-vous de ce carquois dans lequel vous êtes enfermé. Alors je ne lui ai pas encore répondu, mais je vais lui faire une bonne petite réponse bien salée. Mais voilà, c'est l'exemple même de ce genre d'individu qui se croit détenir un savoir, une connaissance, pour nous faire culpabiliser du fait d'être sceptique, mais en réalité qui n'a aucun argument, qui ne fait que relater de la conviction. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, je pense que ces gens-là, va falloir un petit peu de temps en temps leur rentrer dans le lard et leur faire comprendre qu'on n'est pas contre le fait qu'il y a des conséquences, en effet, sur le changement climatique. Mais que ce changement climatique, il a des effets, mais des effets qui sont à de multiples niveaux et des multiples raisons. Hein, j'ai déjà expliqué dans une vidéo le fait qu'aujourd'hui vous ayez des agriculteurs, le fait que vous ayez des acteurs économiques du tourisme qui, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a une chute de neige, parce qu'il y a un phénomène climatique beaucoup plus accru, parce que ça c'est une réalité,
Mais cette réalité aussi, il faut savoir l'appliquer, je dirais, de façon sensée, de façon logique. C'est-à-dire que, ne serait-ce que déjà au niveau de l'urbanisme a été fondé pendant ce dernier siècle sur des normes, sur des bases qui calculent les variations climatiques, les moyennes que l'on a en matière de pluviométrie, en matière de vent, en matière de phénomènes météorologiques. Sauf que quand on commence à accéder à un cycle, un changement de cycle météorologique, un cycle climatique, parce qu'il y a différents éléments dont une part, je répète bien, d'une part de responsabilité de l'activité humaine, très, très claire, très établie, mais tout d'un coup, ces normes, évidemment, ne fonctionnent plus. Parce qu'on a des orages qui sont beaucoup plus violents, avec des chutes de pluie beaucoup plus importantes. Donc, ne serait-ce que déjà pour les réseaux d'évacuation d'eau de pluie qui ont été calculés suivant un diamètre, suivant pendant 100 ans le problème, c'est qu'il y a des moments où, en effet, aujourd'hui, les diamètres ne sont plus du tout adaptés. Et donc, ça déborde, et donc vous avez des inondations. Les politiques qui ont fait en sorte de faire du développement urbain dans des zones où certains anciens nous disaient, il y a 40, 50, 70 ans, faut pas construire là parce qu'il y a eu souvent des inondations ici, c'est le lit d'une ravine, etc. Et qu'on n'a pas écouté. Et forcément, le jour où vous bétonnez, le jour où vous avez une pluie diluvienne, les zones ne s'évacuent plus normalement comme elles s'évacuent avant. C'est-à-dire que là, vous contenez en effet des volumes d'eau très importants, que vos systèmes d'évacuation de pluie ne peuvent plus évacuer et sont complètement engorgés. Donc voilà, c'est un exemple infime, avec tas d'autres exemples. Quand vous construisez des maisons suivant des modèles architecturaux dans un endroit, mais qu'il se trouve que cet endroit aujourd'hui connaît des phénomènes climatiques beaucoup plus virulents, beaucoup plus violents, et vos normes de construction ne sont plus compatibles, ne fonctionnent plus, ne résistent plus. L'activité humaine, on la calcule sur 150 ans, comme nous le dit ce monsieur-là, mais notre planète, elle n'a pas attendu l'existence de l'humanité pour avoir ces cycles climatiques. Dois-je rappeler qu'il y a quelques millions d'années, la France était recouverte de glace, par une ère glaciaire. Qu'est-ce qui vous assure que cette ère glaciaire que nous avons peut-être connue il y a des millions d'années ne va pas commencer à se reproduire ? Sans parler d'autres phénomènes évidemment extérieurs, comme les impacts avec certaines météorites. Aujourd'hui, une des théories veut que les dinosaures ont disparu à cause justement d'une météorite. Donc, les probabilités que ces phénomènes nous changent dans notre façon de percevoir à la fois notre vie, à la fois notre humanisme, nos sociétés, et comment trouver des modèles de société compatibles avec la nature, avec l'environnement, oui, en effet, là aujourd'hui, il faut y penser. Il faut y penser, mais le problème, c'est que ça demande une chose prioritaire, c'est d'abord de réfléchir et de repenser les modèles économiques. Et ça, c'est pas ce que Madame Greta Thunberg vous explique. Ce qu'elle vous explique, c'est qu'il faut montrer du doigt les chefs d'État, les accuser de ne pas agir de façon responsable. Et agir responsable, c'est quoi ? C'est tout simplement créer la taxe. Parce qu'on ne va pas supprimer, on ne va pas interdire, on ne va pas réprimer les acteurs économiques qui font le PIB d'un pays, même s'ils polluent. Donc, il faut bien agir, mais agir de quel sens ? Dans le sens du consommateur. Consommer. Mais par contre, on va vous faire payer vos modèles de consommation. On ne va pas vous interdire à acheter des voitures à essence, même si aujourd'hui on est en train de partir sur un modèle, mais sauf que là, évidemment, les concessionnaires commencent à gueuler en disant « Eh oh, vous êtes en train de faire en sorte de nous sucrer notre gagne-pain. Nous, ce qu'on veut, c'est des compensations. On veut des aides. » Ouais, mais les aides, qui va payer les aides ? Les États. Et qui dit payer les États, c'est votre argent, c'est de la dette. Rien n'est gratuit. Tout s'enchaîne. Donc, il y a un moment donné, moi, ces gens qui veulent me faire la leçon parce que, soi-disant, je fais du climato-sceptique, mais j'ai envie de leur chier à la gueule. Excusez l'expression, mais il y a un moment donné
où il faut être violent. Il faut savoir se faire violence pour comprendre les choses. Hein, et arrêter d'être des perroquets qui répètent des choses qui n'ont parfois aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on en reparlera parce que, comme je vous l'ai dit, l'écologie va être un outil supplémentaire pour essayer d'asservir les peuples, d'asservir les gens, de les faire culpabiliser, de les faire responsabiliser dans leur mode de consommation, mais on ne va pas les interdire d'eux, mais on va les taxer d'eux. Hein, c'est-à-dire qu'on va créer de la taxe. Et puis, évidemment, créer de la taxe, à un moment donné, ça va créer de la discrimination, puisqu'il y aura des gens qui ne pourront pas payer les taxes. Que cela ne tienne. Si vous ne pouvez pas payer les taxes en tant que propriétaire, eh bien, on va vous permettre de pouvoir créer, de générer, d'alimenter un marché, le marché de la location. Par-delà, ce n'est pas vous qui payerez les taxes, vous les paierez de façon moindre indirectement, ce sera les entreprises qui paieront les taxes écologiques à votre place. Vous voyez un petit peu le cheminement? Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et d'ici là qu'on se retrouve pour de nouveaux événements, c'est la fin. Portez-vous bien et à la prochaine.